On parle beaucoup de francophonie ces jours-ci, avec les rendez-vous de la francophonie qui se poursuivent jusqu'au 22 mars. Vendredi, on s'en rappelle, il y a des dizaines de communautés franco-albertaines qui ont affiché leur fierté de parler français en hissant le drapeau franco-albertain. Des activités et des cérémonies semblables ont lieu également un peu partout au pays. On se demande aujourd'hui comment se portent vraiment les communautés francophones hors Québec? Comment se porte particulièrement la défense des droits linguistiques un peu partout au Canada? Nous allons y réfléchir, faire un peu un état de cette protection des droits linguistiques au pays avec deux invités aujourd'hui. Frédéric Bérard, co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique de l'Université de Montréal, et Marc Power, avocat spécialisé en droit linguistique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Bonjour, madame. Bonjour. bien oui, bien pour lancer cette grande discussion sur l'état des droits linguistiques au pays, j'ai envie de vous demander, si on faisait un bilan d'ensemble pour le Canada, est-ce que vous diriez que la protection des droits linguistiques évolue dans le bon sens en ce moment, vous, Maître Power? Oui, tout à fait. Il y a de progrès réels qui se produisent actuellement tant dans la jurisprudence que dans les lois. Donc, on a plusieurs jugements qui interprètent ou qui continuent, plutôt devrais-je dire, à interpréter de façon large et libérale les droits qui existent, mais on voit aussi une tendance à nous faire reconnaître davantage de droits. Ici, je pense par exemple à la nouvelle loi sur les services en français au Manitoba, des avancées en Ontario, pour ne nommer que ces deux ressorts. Monsieur Bérard, de votre côté? Parfaitement d'accord avec Maître Power. En fait, quand on regarde les avancées que la Charte canadienne, particulièrement lors des 15 dernières années, toutes ces avancées qui ont eu lieu à l'extérieur du Québec, c'est quand même assez magistral d'un point de vue jurisprudentiel dans un premier temps, mais aussi d'un point de vue purement politique. Comme l'expliquait Maître Power, la loi sur les services en français au Manitoba n'était pas obligatoire d'un point de vue constitutionnel, mais ça s'est fait suite à des pressions politiques. On a vu des avancées aussi assez importantes en Ontario. On sait que l'île du Prince-Édouard a une loi sur les services en français, que la Nouvelle-Écosse a une loi du même type. Et si vous ajoutez à tout ça la plupart des décisions des tribunaux en rapport notamment à l'article 23 en ce qui a trait aux droits éducationnels, je pense qu'on peut considérer que le tableau est fort intéressant. Évidemment, tout n'est pas parfait, ça va de soi. L'arrêt Caron peut peut-être signifier l'exception à la règle, mais je pense que si on constate l'ensemble du portrait, là, on doit se satisfaire des avancées et espérer évidemment qu'on poursuive sur cette même lancée. Et vous avez dressé un beau portrait, ça sonne très positif. Tout ça, vous l'avez évoqué, hein, vous avez parlé tous les deux de cette loi sur les services en français au Manitoba. Si on vous demande peut-être plus en détail les succès les plus significatifs là, au cours des dernières années en matière de droit linguistique, ce serait quoi, selon vous, Maître Power? Les succès les plus significatifs au cours des dernières années, selon moi, c'est d'abord et avant tout en matière d'éducation. Et en matière d'éducation maternelle à la 12e année. Le réseau scolaire en Alberta est beaucoup plus développé qu'il l'a jamais été. On compte un bien plus grand nombre de nouvelles écoles, d'écoles points qui se remplissent. Les secteurs de fréquentation commencent tranquillement, lentement à se ramasser. Donc, on se rend à l'école plus rapidement qu'avant. Et on voit des résultats. On commence à voir de vraies écoles secondaires MA12 en Alberta qui produisent des diplômés qui continuent à parler français, qui la transmettent cette langue, cette culture à leurs enfants. Le système scolaire est en train de ralentir, je dis bien ralentir et non d'éliminer, le taux d'assimilation. À mon sens, c'est la plus grande réalisation en Alberta. Vous avez évoqué plusieurs choses tout à l'heure, M. Bérard. Est-ce que vous avez peut-être des choses à ajouter, selon vous, les succès les plus significatifs? Oui, mais là, vous faites toujours parler Maître Power avant moi, j'ai plus rien à dire après. On va inverser les rôles tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Donc,
bien oui. Non, mais en fait... vous pensez la même chose en matière d'éducation aussi? C'est une grande victoire en ce moment? J'endosse totalement ces propos. Pour moi, l'article 23 et surtout les interprétations que la Cour en a fait depuis... en fait, même on peut monter à Mahé en 90, mais encore un peu plus récemment dans les arrêts d'Ousset-Boudreau au tournant du millénaire, Arsenault Cameron, Rose des Vents, encore en Britannique, ça en 2015. Ça a été des succès majeurs dans l'optique où la Cour, notamment dans les derniers arrêts que je viens de nommer, vous dit que l'égalité formelle n'est pas suffisante. On doit aller chercher l'égalité réelle. Puis qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité réelle? C'est que c'est pas juste une égalité théorique. Ça veut dire que les francophones doivent avoir les mêmes droits dans les faits. Par exemple, un accès aussi facile, si je peux dire, au réseau scolaire. Par exemple, éliminer les trop longs trajets en autobus. Ça, c'est l'arrêt Arsenault-Cameron. Rose des Vents, c'est quoi? Ben, c'est par exemple s'assurer que les écoles francophones soient de même qualité ou de qualité équivalente à celle des écoles anglophones. Donc, visiblement, tout ça, ce sont des percées clairement significatives et ça, je vais lever mon chapeau à la Cour suprême parce que quand vous lisez justement, par exemple, l'article 23, c'est pas clair qu'on va chercher un aspect aussi fort en termes d'égalité réelle. Donc, c'est l'interprétation de la Cour, notamment du fait des décisions du juge Bastarache, en bonne partie, qui ont créé ça. Donc, je suis d'accord avec Maître Power, puis j'ajouterais peut-être certaines décisions comme l'arrêt Beaulac où on a interprété très très largement l'article 530 du Code criminel pour permettre à tout accusé d'avoir un procès s'il le souhaite en français, ce qui inclut le fait que le juge doit parler français, le procureur de la couronne doit parler français, les jurés doivent parler français, les documents doivent être en français. On a envoyé un message très très fort en matière de droit linguistique, c'est-à-dire qu'on doit les interpréter de manière très large et que les gouvernements doivent fournir les ressources nécessaires à ce niveau-là. Donc, je pense que ça aussi, Beaulac vient s'ajouter à l'article 23 dont parlait Maître Power. Et on a évoqué tout à l'heure la cause Caron. Hein, ça a été une déception pour la communauté francophone en Alberta. Monsieur Bérard, si je vous demandais maintenant les plus grandes déceptions des dernières années, est-ce que ça en ferait partie, ça? Ben, comment je vous dirais? Oui, évidemment, parce que j'aurais souhaité que la décision soit autre, mais je fais partie des gens qui sont peut-être un peu moins critiques de la Cour suprême par rapport à Caron, parce que on est dans l'interprétation de documents historiques, il y a un certain flou. Évidemment, on pourrait penser qu'il aurait pu continuer d'y avoir un préjugé favorable aux faits français hors Québec, comme les décisions dont on vient de parler en témoignent, mais en même temps, il y avait quelque chose qui est assez problématique pour la Cour. Hein. C'était le Manitoba qui, à peu près, quelques années auparavant quand même, là, mais qui lui s'était fait reconnaître le Manitoba comme étant officiellement bilingue, institutionnellement bilingue. Donc, en matière d'interprétation, c'était difficile, je pense, pour la Cour de conclure que l'Alberta aurait dû avoir le même statut que le Manitoba, compte tenu du fait qu'on a adopté ce bilinguisme institutionnel de manière expresse dans le cas du Manitoba, et ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans le cas de l'Alberta. Donc, tout ça pour dire que oui, j'aurais aimé évidemment une décision différente. Je pense que ça aurait été possible, voire même probablement... je dis possible, mais en fait peut-être plus que ça. Probable qu'on puisse interpréter ça de manière différente, mais en même temps, je suis pas si surpris de cette décision-là. Et ce que je sais, c'est qu'il y a des avancées quand même en Alberta là, à ce niveau-ci. Il y a des discussions avec les représentants des Franco-Albertains pour peut-être éventuellement l'adoption d'une loi sur les services. C'est ça. Donc, ça pour dire que même si Caron s'est avéré essentiellement, quand on y pense, un échec, il y a quand même eu une certaine conséquence à tout ça, qui est celle de peut-être une prise de conscience. Et Maître Power est beaucoup plus sur le terrain que moi à ce niveau-là, donc il pourrait en témoigner mieux que moi. Mais je pense qu'en d'autres termes, Caron n'a pas été un échec total, là, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser. Si on vous demandait vos plus grandes déceptions à vous, Maître Power, au cours des dernières années, ça a été quoi? Caron, certainement, en est une. Là, si on pense à l'Alberta, le juge de procès, après 89 jours de procès, a tiré toutes sortes de belles conclusions de fait, incluant le fait que le français était la langue européenne la plus parlée en Alberta au moment de son admission. Donc, est-ce que j'étais surpris? Oui, j'étais surpris que la Cour suprême du Canada n'ait pas accordé davantage de déférence à un juge de procès qui a tellement bien fait son travail. Ensuite, toujours avec Caron, déçu, oui, parce que
Plusieurs Premières Nations ont réussi à obtenir, à sécuriser de la Cour suprême du Canada davantage de droits avec un flou historique bien plus flou que celui qui était dans l'affaire Caron. Donc, écoutez, il faut tourner la page. Mais si vous nous demandez des déceptions, en voilà une. Je pense qu'une autre, c'est le taux d'assimilation. Si le français se porte toujours bien en Alberta, c'est surtout, d'une part, grâce aux écoles de langue française, d'autre part, grâce à l'immigration, qu'elle soit de l'Afrique francophone, d'Haïti, d'Europe, mais surtout du Québec, soyons francs. Plusieurs gens du Québec s'y installent en Alberta et tant mieux, mais à long terme, ce n'est pas durable. À long terme, il faut freiner le taux d'assimilation, il faut améliorer la transmission linguistique et culturelle. Et ça passe pas juste par le MA12, mais ça passe aussi avant la maternelle, donc les garderies. Il y a un manque criant de place pour les programmes préscolaires, les garderies en Alberta, et pour le postsecondaire. Le fait est que l'Université de l'Alberta n'offre pas une gamme acceptable de niveau de programmes postsecondaires en français en Alberta. On perd nos francophones là-bas. Ça aussi, c'est à changer. C'est une grande déception que ce ne soit pas déjà fait. Maintenant, si on essaie de se projeter un petit peu dans le futur, dans les prochains mois, les prochaines années, quels vont être les dossiers ou peut-être les mouvements à surveiller selon vous? Si on commence par vous, M. Bérard. Les dossiers, il faudra voir qui sera le prochain commissaire aux langues officielles. Hein. Ça risque d'envoyer un message d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi toute la question du bilinguisme des agents de la GRC. Ça, je pense que ça aussi, évidemment, ça enverrait un message important si, évidemment, on décidait d'aller en ce sens-là. Sinon, moi, je vais y aller avec un truc peut-être un peu plus personnel, voire peut-être un peu plus territorial, mais je pense que la clé, puis je suis d'accord avec tout ce que Maître Power a dit encore une fois, mais je pense que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer, rôle qu'il n'a jamais joué depuis belle lurette, c'est-à-dire la moitié des années 60, là, depuis l'échec des États généraux sur le Canada français. Le gouvernement du Québec a clairement laissé tomber les Franco hors Québec. Ça, c'est assez bien documenté maintenant, bien que ce soit tabou au Québec. Et je pense qu'il y a un engagement qui doit être fait. J'ai fait des recherches là-dessus dans le cadre de ma thèse doctorale et puis on arrive à la conclusion que le budget total du gouvernement du Québec pour les Franco au Québec s'élève à quelque chose comme 2,4 ou 2,5 millions. Là. Ça, en québécois, on appelle ça une poignée de change. D'une part, les fonds sont insuffisants, puis en plus de ça, le gouvernement du Québec s'amuse à aller planter les Franco hors Québec devant les tribunaux. Il l'a fait encore tout récemment dans l'affaire de la commission scolaire francophone du Yukon. Donc, en d'autres termes, est-ce que les Franco au Québec se débrouillent beaucoup mieux depuis la charte? Oui. Est-ce qu'ils font des efforts politiques exemplaires? Je crois que oui aussi. Mais le fort ici, en Amérique du Nord, c'est clairement le gouvernement du Québec, c'est l'État québécois, et celui-ci doit aller donner un coup de main considérable à ces mêmes francophones hors Québec. D'un point de vue budgétaire, ça va de soi, mais d'un point de vue judiciaire, puis il y en a qui diront oui, mais parce que le gouvernement du Québec craint que si on accorde des droits supplémentaires aux Franco hors Québec, la Cour suprême éventuellement accordera aussi des droits supplémentaires aux Anglo-Québécois. Mais moi, ma thèse va porter là-dessus à 100%, puis je vous dirais que la Cour suprême, au contraire, a fait preuve d'une asymétrie totale à ce niveau-là, et le gouvernement du Québec ne peut plus, en 2017, plaider justement cette même symétrie parce qu'elle n'existe pas, et il me semble qu'il est de son devoir moral d'aller donc donner un coup de main à ces Franco hors Québec, surtout s'il se prétend le gardien du fait français en Amérique du Nord. Vous, Maître Power, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le Québec a un rôle central dans la protection des droits linguistiques au Canada? Bien sûr que oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Bérard vient d'expliquer. Il a tout à fait raison. Cette idée voulant que les gains hors Québec se font ou dépendent de la majorité francophone au Québec, ils ne servent qu'un seul groupe, ce sont les indépendantistes, et ils se trompent. Prenons trois exemples, que ce soit dans le dossier du recensement. Le recensement fédéral ne compte pas les ayants droit. Ça n'a pas de sens, ça doit changer. La feuille de route fédérale, on a besoin de plus d'argent fédéral. Il faut que la partie 7 ne reste pas lettre morte. Il faut autant d'argent que la partie 7 ne l'exige. Troisième dossier, les ententes fédérales provinciales en matière d'éducation. Ottawa dirige des fonds vers les provinces. Ces fonds sont ensuite soit perdus ou affectés à des fins autres que celles visées, c'est-à-dire des fins qui ne nous aident pas à protéger le fait français. Le Québec peut aider dans les trois dossiers. Le Québec pèse lourdement à la Chambre des communes et au Sénat. Le Québec
a de très fortes voix au sein du Conseil des ministres de M. Trudeau. Les Québécois, le Québec peut nous aider davantage, il n'y a pas de doute. Je m'en voudrais, Mme Michaud-Sauvageau, si je ne soulignais pas aussi une autre chose. 11 députés à l'Assemblée législative à Newton qui sont francophones ou francophiles. Le ministre Hagan, dernièrement, à l'ouverture de l'école cachée, qui parlait en public et en anglais du français comme une langue officielle en Alberta. Les temps ont changé. Ce n'est pas le Canada de mes grands-parents. On a le vent dans les voiles, mais il faut continuer et on avancera que si le Québec nous aide plutôt que de nous nuire. Alors, on termine sur une note positive. Merci beaucoup de cette réflexion vraiment très intéressante au moment où on célèbre notre francophonie ces jours-ci. Frédéric Bérard, co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique à l'Université de Montréal, et Marc Power, avocat spécialisé en droit linguistique. Merci beaucoup à vous deux. Merci.